Emily in Paris. Vous avez entendu parler de cette série? Elle fait débat et elle a fait bondir nombreux de nos concitoyens parisiens tant elle a recours à des clichés. Cette série, on la déteste ou on l'adore. Et si dans cette vidéo, on va revenir sur les clichés, on va surtout s'arrêter sur la représentation de l'expatriation. On va voir comment l'expatriation est mise en scène et on va se demander si cela est plutôt réaliste ou totalement abracadabrant. Emily in Paris, c'est l'histoire d'une jeune américaine, Emily, qui travaille à Chicago dans une entreprise de marketing. Elle va saisir une opportunité professionnelle à Paris et venir s'expatrier dans la capitale française. Bienvenue sur ma chaîne Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire en cliquant sur le bouton abonner et tu peux aussi cliquer sur la petite cloche rouge, comme ça tu recevras les notifications. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Alors, vous le savez peut-être, mais lorsqu'on s'expatrie, on dit que l'on passe par 4 phases. L'université de Berkeley a fait un court résumé en anglais pour décrire ces phases. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Mais communément, on appelle ces 4 phases la lune de miel, le choc culturel, la phase d'adaptation et la phase de maîtrise. On va voir comment ces 4 phases sont représentées dans Emily in Paris. Alors pour commencer, la phase de lune de miel. La phase de lune de miel, c'est cette phase durant laquelle on adore tout ce qu'on découvre. On est vraiment envahi par une sorte de sentiment d'émerveillement, parfois qui va jusqu'à l'euphorie. Dans la série, on peut le voir lorsque Emily, elle s'extasie devant les monuments de Paris, qu'elle les prend en photo, qu'elle adore la vue qu'elle a depuis son appartement, ou encore quand elle goûte son premier pain au chocolat. Enfin, chez moi, on dit une chocolatine. Mais heureusement, on nous épargne la vérité parce que lorsque on va habiter dans la ville de ses rêves, honnêtement, la phase de lune de miel, ça ressemble à 10 000 photos, 15 000 stories, visite de tous les lieux touristiques. Et s'ils avaient dû rendre cette phase réaliste, on aurait eu quelque chose d'absolument impossible à regarder. On aurait eu un tour absolument touristique de Paris, voire un documentaire de Paris, et ça aurait été pour le coup vraiment le cliché touristique absolument imbuvable. Donc cette phase, elle est représentée dans Emily in Paris, on voit bien le sentiment d'émerveillement qu'elle a, mais elle est quand même assez diminuée, écourtée, amoindrie, et ce pour des choix artistiques. La phase numéro 2, c'est la phase de choc culturel, qu'on appelle aussi la phase de crise. C'est une phase pendant laquelle on est un peu anxieux, un peu désorienté, car on est plongé dans un environnement qui est différent de celui de son pays d'origine. On doit alors s'adapter, mais c'est aussi à ce moment-là que on se rend compte de vraiment toutes les différences, du contraste entre son pays d'origine, entre la culture de son pays d'origine et celle de son pays de destination. On peut alors être pris de doute, se remettre en question et parfois être un peu découragé et adopter une attitude négative. Alors cette phase 2 de choc culturel, c'est la plus représentée dans Emily in Paris parce que l'accent est vraiment mis sur le choc des cultures, les différences culturelles entre les États-Unis et la France. Pour vous citer quelques différences culturelles qui apparaissent dans la série, on va avoir les salutations, le fait de faire la bise en France qu'on ne fait pas aux États-Unis, les immeubles qui n'ont pas d'ascenseur à Paris, ça va être aussi les différentes manières de compter les étages qui ne sont pas les mêmes en France et aux États-Unis. On va également avoir le genre. Dans la langue française, c'est vrai que les anglo-saxons ont du mal à comprendre pourquoi un objet comme une chaise par exemple a un genre. Pourquoi est-ce qu'on dit la chaise alors que chez eux c'est neutre. Et aussi des incohérences comme par exemple dans la série ça va être le vagin qui est quelque chose qui est un attribut féminin. Pourquoi est-ce qu'en fait c'est masculin? Ça ne fait pas sens pour elle dans la série. Il y a aussi les horaires, on évoque les différences entre les horaires.
de travail notamment, et également l'organisation de la ville. C'est vrai que je vais vous montrer à quoi ressemble l'organisation de la ville de Chicago. Voilà, c'est plutôt perpendiculaire, plutôt géométrique, plutôt facile. Et pour vous montrer maintenant Paris, voilà, j'imagine que vous savez à quoi ressemble l'organisation de Paris, mais ça doit être assez déroutant en effet pour les Américains de se repérer dans Paris. Et on va voir également l'inversion des dates. C'est vrai qu'en France, quand on écrit une date, eh bien on met le jour en premier et ensuite le numéro du mois. Donc par exemple, si je veux écrire le 11 août, je vais écrire 11/08. Tandis qu'aux États-Unis, eh bien on va faire l'inverse. On va écrire d'abord le numéro de mois et ensuite le jour. Donc ça va faire 8/11. Et donc c'est assez drôle de voir qu'elle se trompe de date, notamment lorsqu'elle veut réserver dans un restaurant. Voilà, ensuite au niveau des situations engendrées par le choc des cultures, eh bien il y en a plusieurs. La première, ça va être dans l'épisode 1, lorsqu'une de ses collègues qui ne parle pas anglais se lève de la réunion et part parce qu'elle ne veut pas participer à la réunion si on ne parle pas français. Et ça peut être surprenant, mais c'est vrai, j'ai déjà des amis qui sont venus en France, des copains australiens, et qui m'ont dit que ça leur aurait été déjà arrivé, des gens qui ne supportent pas ou peut-être qui se sentent en insécurité linguistique et qui du coup préfèrent éviter de se sentir trop mal parce qu'ils ne parlent pas la langue, préfèrent quitter la pièce. Ensuite, il va y avoir le problème des références. Et ça, on le voit quand Émilie, elle essaye de parler à son voisin du débarquement en Normandie, qu'ils appellent aux États-Unis le D-Day, eh bien il comprend pas. Il comprend pas à quoi elle fait des références parce qu'on n'a pas la même façon de parler des événements ou les mêmes références en termes, là c'est juste en termes de nom. Ensuite, va y avoir le moment où elle se sent seule, elle se sent exclue. Dans l'épisode 2, elle va remettre en question sa venue à Paris. Et ça, c'est vraiment un sentiment typique de la phase de choc culturel. C'est tellement déstabilisant et désorientant d'être plongé dans cet environnement qu'on se dit, est-ce qu'il vaut mieux pas que je rentre? Car là, ça devient un petit peu douloureux. C'est pas du tout agréable. Il faut vraiment maintenir le cap, c'est là où on voit si l'expatriation elle va être fructueuse ou non, parce que si on ne résiste pas au choc culturel, on repart chez soi parce qu'on n'y arrive pas. Ensuite, il va y avoir la situation qui m'a, moi en tout cas, bien marquée, et c'est vrai, quand on a deux personnes de même langue maternelle, et qu'on a une troisième personne qui ne parle pas la même langue maternelle, et bien c'est hyper dur pour les personnes qui parlent la langue maternelle de se mettre à parler dans une autre langue, et du coup la troisième personne elle se sent un peu exclue. Ça c'est des situations qu'on voit fréquemment, et c'est dans l'épisode où Émilie elle n'a plus d'eau et le plombier vient et elle appelle le voisin pour qu'il traduise, et ils se retrouvent à parler tous les deux de ce qu'ils ont fait pendant la Coupe du Monde de football, et elle est totalement exclue. Ensuite va y avoir la situation où Émilie reçoit une charte avec des règles qu'elle doit imposer, ou en tout cas qu'elle doit faire partager à l'équipe en France, et cette charte est absolument mal vécue par les Français, et ça relève vraiment de la difficulté dans ce management international que d'imposer des règles comme universelles alors que les cultures et les cultures de travail sont toutes différentes. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme point de vue, ou quelque chose à mentionner en tout cas dans la série. Il y a d'autres éléments que j'ai trouvé intéressants, c'est le fait qu'elle rencontre une nanny chinoise, donc une babysitter chinoise, qui est un peu comme elle, qui a de l'avance dans son cheminement d'expatriation, qui l'a depuis un peu plus longtemps, et du coup elle la prend peut-être un peu comme à la fois une confidente et quelqu'un qui peut l'aider, la guider dans ce processus d'adaptation à cette nouvelle culture. Ça c'est quelque chose qu'on fait un petit peu tous et qui peut être agréable, ou qui peut permettre de mieux vivre ce choc culturel. Et il y a aussi un moment dans la série où on la voit avoir un peu de la nostalgie des États-Unis lorsqu'elle rencontre l'américaine qui est présidente des Américains fans du Louvre, je crois que ça s'appelle l'AFL. Et voilà, où elles rigolent toutes les deux à propos du air américain, de manger un cheeseburger. Voilà, ça c'est assez représentatif de ce qu'on peut vivre quand on s'expatrie dans un pays. Ensuite, il y a la phase numéro 3 qui est la phase d'adaptation. Donc là, c'est une phase où
On essaye de déchiffrer vraiment les comportements des gens dans cette culture qui nous est étrangère et on essaye de se les approprier. C'est une phase où on est un peu plus en accord avec le changement qui se passe, ou en tout cas il est moins douloureux. Et on essaie vraiment de tout mettre en place pour vivre comme les habitants du pays dans lequel on est immergé. Donc ça, Emily, on commence à le voir qu'elle rentre un petit peu dans cette phase numéro 3 à partir de l'épisode 5 où elle est un petit peu plus en confiance et après plus les épisodes passent et plus on la voit vraiment confiante, s'exprimer, donner ses opinions, où elle est limite fière de cette touche américaine qu'elle peut apporter à cette société française. On la voit même dans l'épisode 5 où elle frappe à la porte et elle rentre directement dans le bureau de sa boss et où sa boss lui dit attention, il faut que tu frappes, oui mais t'attends ma réponse avant de rentrer, et donc elle le prend bien, elle s'offusque pas, on voit pas d'anxiété, pas de doute, elle le refait et ça se passe très bien. Et ça c'est le signe qu'on est passé dans l'autre phase d'adaptation puisqu'il y a moins de douleur, on se remet moins en question en fait, on accepte le changement, c'est comme ça, je m'adapte. Voilà, pour ce qui est de la phase numéro 4, c'est la phase de maîtrise, qu'on appelle aussi phase de maturité. C'est vraiment le moment où on se sent comme un poisson dans l'eau, on se sent à l'aise, on est vraiment imprégné de la culture locale. Et il n'y a plus vraiment de différenciation entre culture d'origine et culture de destination. Et là, dans la série Emily in Paris, on n'y est pas vraiment, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a gagné confiance en elle, on voit qu'elle s'est adaptée à son nouvel environnement, mais elle n'est pas vraiment, il y a encore des choses qu'elle découvre et des choses qui la déstabilisent quand même encore un petit peu, donc on n'est pas vraiment encore dans cette phase-là. Peut-être que s'il y a une saison 2, on la verra plus tôt dans cette phase-là, mais pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé des 4 phases de l'expatriation et comment elles étaient représentées dans Emily in Paris, on va parler des clichés et des stéréotypes qu'il y a dans cette série. On va commencer par le stéréotype des Français sont méchants. Alors ça nous tient, hein, et on a cette réputation dans beaucoup d'endroits dans le monde qu'on est méchant, râleur, impoli, et dans la série on le voit, la babysitter chinoise elle n'y va pas par 4 chemins, elle le dit, les Français ils sont méchants to your face, c'est-à-dire qu'ils s'en cachent pas. Emily, elle a aussi des collègues qui sont pas très sympas, qui l'excluent, la concierge de l'immeuble elle est franchement imbuvable. Bon, voilà, c'est une représentation, c'est pas forcément la vérité. Je pense que pour les Américains qui sont habitués en fait à beaucoup parler, à être hyper accueillants même quand ils connaissent pas les gens, c'est peut-être cette différence en fait entre le français qui va pas forcément parler aux gens qu'il connaît pas et les Américains qui sont beaucoup plus ouverts au premier abord, qu'il y a voilà, une sensation de méchanceté de la part des Français, ce qui n'est pas forcément le cas, mais en tout cas c'est cette réputation qu'on va avoir. Le fait de dire exactement ce qu'on pense est perçu parfois comme méchant, et là c'est clairement le stéréotype qu'il y a dans la série. Le deuxième stéréotype, c'est que les hommes français sont dragueurs, limite obsédés. On parle beaucoup de relations extra-conjugales, de sexe, d'amants, de plaisir. Il y a même Monsieur Cadeau qui va dire à Emily que pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, alors tenez-vous bien, qui va dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben non, ils n'étaient pas en train de se cacher des bombes, ils faisaient l'amour. Ouais. Moi aussi, j'ai eu un moment de solitude quand j'ai entendu cette réplique. Mais bon, le stéréotype numéro 3, ça va être que les Français, eh bien, ils passent leur temps à boire du vin, à boire du champagne et à fumer. Il y a même la boss d'Emily qui préfère fumer plutôt que manger. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment représenté et qui est limite un cliché, un stéréotype représentatif du Français. Et ensuite, il va y avoir le cliché, le stéréotype de la vision de Paris, c'est-à-dire que c'est un Paris sans inégalité sociale, sans population multiculturelle, sans problème administratif et sans métro. Alors là, c'est un cliché, c'est une vision, je vais en reparler, mais c'est en tout cas comme ça que Paris est dépeint dans la série. Il y a aussi des incohérences, notamment la chambre de bonne qui est beaucoup trop grande,
ou le fait qu'Emily, finalement, on lui demande d'intervenir comme influenceuse auprès d'un public français, alors que si elle parle qu'anglais et qu'elle a un compte Insta assez touristique, enfin de touristes de Paris, comment est-ce qu'elle peut vraiment engager un public français? Enfin ça c'est une question que je me suis posée, ça me relève un peu pour moi de l'incohérence, mais bon. Le dernier cliché, ça va être les vieux clichés français. Donc là, ça va être vraiment le Édith Piaf, le béret, la baguette et le baise-main. Oui, parce que dans la série, Emily, on lui baise... Emily, on lui fait le baise-main au moins 2 fois. Et ça, franchement, voilà, c'est un vieux cliché pas du tout réaliste. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est une vision. D'accord? C'est une vision. Quand on fait une série, il faut avoir une vision. Et la vision dans cette série, c'est d'une jeune expatriée américaine, plutôt riche. Donc en fait, c'est peut-être même plausible qu'elle n'ait pas de problème administratif. Peut-être que sa boîte s'est occupée de tout ce qui est visa. Qu'elle n'ait pas à prendre le métro. Peut-être qu'elle est assez riche ou que l'entreprise a mis à disposition des moyens de locomotion autres que le métro ou lui paye le taxi, on ne sait pas. Et qu'ils lui ont peut-être même payé son appartement, choisi son appartement, c'est peut-être un appartement de fonction, donc elle n'a pas besoin de se taper toutes les visites avec les agences et le dossier avec 3 mois d'avance et la caution, enfin 3 et les garants, enfin bon voilà, vous avez compris. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de faire tout ça. En fait, c'est vraiment une vision certes américaine et on va pas se mentir, parfois il y a des touches de nationalisme américain. On voit notamment lorsqu'il parle des réseaux sociaux, et il y a un acteur français qui dit à un moment oui mais les Français sont les maîtres des réseaux sociaux, et Emily qui réplique oui mais les Américains les ont inventés. Bam bam bam, Twitter, Insta, Facebook, ben c'est pour nous les gars. Au cas où on l'avait oublié. Voilà, donc il y a des petites touches, mais il faut pas oublier en fait que le réalisateur il est américain, que le public cible au final il est un peu américain. Et que c'est comme, puisque Darren Star c'est le même producteur, que le même réalisateur que, enfin il a réalisé aussi Sex and the City, donc comme dans Sex and the City c'est une vision particulière, c'est une certaine représentation de la ville qui n'est pas forcément réaliste, qui n'est pas forcément réelle, mais c'était pas le but je pense de la série, c'était plutôt de créer quelque chose d'assez frais, d'assez divertissant. Moi je trouve que le pari est assez réussi, mais je comprends aussi les habitants de Paris qui sont un peu offusqués. Donc voilà, allez regarder cette série, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, moi, d'un point de vue expatriation, je trouve que c'est plutôt bien ficelé. On retrouve quelque chose d'assez logique dans la progression, dans le passage des phases de l'expatriation d'Emily. Donc ça a été bien fait, ça se voit un peu quand même que Darren Star a vécu, même si c'est assez courtement, à Paris, qu'il s'est aidé d'une journaliste une journaliste qui a vécu en France, qui avait un peu la même histoire qu'Emily pour faire cette série. Voilà, donc d'un point de vue expatriation, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je comprends que les clichés offusquent. Donc à vous de vous faire une idée, je vous laisse mettre un commentaire sur ce que vous en avez pensé. Je vous dis merci et à bientôt!